Merci beaucoup, Hélène. Merci pour votre invitation et je suis très heureux d'être à nouveau parmi vous dans cet auditoire de cardiologues interventionnels. Donc, comme tu dis, je suis un petit peu l'électron libre clinicien. Et alors, je ne sais pas si je dois vraiment vous remercier en revanche de m'avoir confié un tel titre parce que c'est vrai qu'en 10 minutes, ça va être difficile et en plus, je ne suis pas certain de répondre à la question posée. Mais enfin, on va quand même essayer de voir ce problème qui est un problème extrêmement important parce que, bien sûr, la mode actuellement, c'est de savoir jusqu'où on va étendre les indications du TAVI vers les patients à risque intermédiaire et faible. Mais les patients à haut risque, il ne faut pas les oublier. Ça a été tout le départ du TAVI à la suite des travaux pionniers d'Alain Cribier. Et on sait que la prévalence de la sténose aortique augmente considérablement chez le sujet âgé. On sait que la population vieillit. Donc ces patients âgés à très haut risque, ils vont rester là. On va toujours avoir à décider de ce qu'on va leur faire. Alors bien sûr, le TAVI a bouleversé les choses parce qu'avant, ces patients, on l'a vu, étaient le plus souvent récusés pour la chirurgie. Mais on sait de façon très concordante, on l'a vu dans les premières études, et maintenant les grands registres, d'où qu'ils viennent, montrent de façon extrêmement consistante qu'on a une mortalité à 1 an qui reste élevée, autour de 20 à 25 %. Le grand registre nord-américain auquel il a été fait allusion tout à l'heure, un peu plus de 20 % de mortalité à 1 an. Le registre allemand Gary, un peu plus par voie transapicale que transfémorale, bien sûr. Et dans France 2, on a également 20 % de mortalité à 1 an. Donc vraiment sur des grands registres nationaux, des données très, très concordantes. Et on aimerait bien, effectivement, éviter de faire un TAVI à ces patients qui ne vont pas en tirer un bénéfice de même pas 1 an. Vous savez que dans les recommandations, normalement, on dit qu'il faut que l'espérance de vie soit de plus d'1 an. Cet impact des comorbidités sur la survie, il a été montré assez tôt dans le registre source nord-américain avec les sapiens de première génération, où sur les causes de décès entre 30 jours et 1 an, la mortalité périprocédurale n'était pas prise en compte, on voit que la moitié des décès étaient de cause non cardiaque, avec notamment une grosse part de décès d'origine pulmonaire. Donc, on peut se dire, ces patients qui vont décéder assez rapidement, c'est sûrement en partie lié à leur comorbidité, c'est une population à haut risque, il faut qu'on arrive à les identifier pour éviter ces procédures que l'on qualifie volontiers de futiles, en tout cas probablement d'inutiles. On avait essayé dans France 2 de définir un score spécifique de risque du TAVI, non pas sur la mortalité à 1 an, mais sur la mortalité à 30 jours, pour déjà essayer d'identifier des patients réellement à haut risque de décès précoce. On avait un score multivarié avec des caractéristiques cardiologiques, des comorbidités, un niveau de risque qui augmentait rapidement en fonction du score, mais on a été assez déçus par les capacités prédictives de ce score, avec une discrimination par le C-index qui était finalement moyenne, 0,67 dans l'échantillon de dérivation, et qui tombait à 0,59 dans la validation. Vous savez que le C-index, c'est très bien si c'est à 1, si c'est à 0,5, c'est comme si on tire à pile ou face. Donc là, on est quand même... on est plutôt plus près de 0,5 que de 1, et on ne peut pas, avec des chiffres comme ça, dire on va identifier un sous-groupe précis de patients chez lesquels il ne faut rien faire. De façon un peu paradoxale, on avait malgré tout une assez bonne calibration, c'est-à-dire une bonne concordance entre la mortalité prévue par le score et la mortalité observée. Plus récemment a été publié le score STS-ACC pour les Transcatheter Valve Therapy à partir du registre nord-américain qui a l'avantage de comporter beaucoup plus de patients, 12 000 patients, alors qu'on en avait un peu plus de 4 000 dans TAVI. Vous voyez que lorsque l'on compare les variables inclus dans les deux scores, on retrouve pratiquement la même chose, des petites différences de définition, mais c'est vraiment marginal. Et finalement, c'est concordant. Dans l'échantillon de dérivation, on a exactement la même discrimination, un C-index qui est le même là, 1/100 près. On n'a pas la même chute dans l'échantillon de validation, probablement parce que les effectifs de cette cohorte étaient plus élevés. Également, une calibration assez bonne, une assez bonne concordance entre ce qui est prévu et ce qui est observé. Alors bien sûr, la mortalité à 30 jours est un point important, mais on parle ici plutôt des patients qui ne vont pas tirer de bénéfices à court terme. Et peut-être qu'il faut mettre le point d'évaluation un peu plus loin, 6 mois ou 1 an, et ne pas prendre en compte que la mortalité, mais aussi la qualité de vie et les indices fonctionnels. C'est ce qui a été fait à partir de Partner 1, à la fois l'essai randomisé et le registre, sur plus de 2000 patients, et sur un critère composite de décès de toute cause ou de qualité de vie par rapport à ce qui était initialement, il y avait
33% des patients, un tiers des patients qui avaient un mauvais résultat fonctionnel. Plusieurs facteurs prédictifs ont été identifiés. On retrouve des critères cardiaques, des comorbidités. Un des avantages de cette étude par rapport au score de risque immédiat était d'inclure des tests de capacité physique et des tests cognitifs, le MMSE. Et malgré probablement une collection de données un peu plus fine, avec notamment ces tests fonctionnels, finalement on retombe sur des discriminations qui restent assez médiocres. On est autour de 0,65. C'était testé sur l'échantillon initial. Depuis, la même équipe a validé de façon externe ce score prédictif sur une population complètement indépendante qui était tirée non plus des études Partner mais des études Corvalve. On retrouve sur le même critère 31% de mauvais résultats à 6 mois. Vous voyez, 18% de décès, 13% de mauvaise qualité de vie. Et la discrimination, elle est à 0,65, pile entre les deux chiffres qu'on avait la dernière fois. Donc ce n'est pas des problèmes statistiques. À chaque fois, on a beau faire des validations, même externes, ce qui est vraiment le gold standard, on retombe sur des discriminations assez médiocres. Et de façon extrêmement intéressante, dans cet article, et à mon avis, c'est le point le plus intéressant de ce papier, c'est qu'en associant à ces 10 variables 3 indices de fragilité, de frailty, eh bien finalement, on augmente le C-index, certes de façon significative, enfin, au point de vue pertinence clinique, on ne gagne rien. Toujours une calibration finalement assez bonne. Donc on a l'impression que même en incluant des variables un peu plus descriptives, un peu plus fines, on va toujours avoir du mal à avoir une bonne discrimination, c'est-à-dire à bien séparer les patients à haut risque et à faible risque de détérioration précoce. Et cette évolution non satisfaisante après ta vie, ces mauvais résultats qui sont, donc vous voyez la mortalité en rouge, la mauvaise qualité de vie en bleu, bien sûr, elle augmente avec le niveau de risque des patients, c'est évident, mais même dans les patients à risque intermédiaire, ou voire même bas, il n'est pas totalement négligeable. Un autre aspect, c'est celui des fonctions cognitives, parce que c'est vrai que la qualité de vie physique est importante, mais les fonctions cognitives, c'est également important. Est-ce qu'il faut récuser nos patients qui ont une altération cognitive? Alors, ce n'est pas facile, parce qu'étudier les fonctions cognitives de façon standardisée, c'est plus compliqué que d'étudier, bien sûr, la survie et même la qualité de vie. Il y a un très beau travail qui a été publié tout récemment par Vincent Auffray avec l'équipe de Québec dans le JACC sur une assez petite série, mais une évaluation extrêmement stricte et vraiment rigoureuse des fonctions cognitives de base à 30 jours et à 1 an. On s'aperçoit que 39% des patients avaient une altération cognitive de base. Ça correspond un petit peu à ce qu'on voit au quotidien. Et ce qu'on voit aussi, c'est que quand ils avaient une altération de base, il y en a 25% qui s'amélioraient à 1 an. Donc finalement, ceux qui ne sont pas trop altérés vont bien, ceux qui sont altérés vont plutôt progresser. Et même s'il y a un certain nombre de détériorations à 1 an, finalement, il ne faut peut-être pas non plus fermer complètement la porte à ces patients sous la seule impression qu'il y a une détérioration de base. Alors, pour essayer de progresser, puisqu'on s'aperçoit que la réponse ne viendra pas d'un score ou d'une étude de facteurs prédictifs, est-ce qu'on peut essayer de voir un peu l'état de l'art et d'aller un peu plus loin? C'est ce qu'a fait l'équipe de nos amis de Québec dans un papier publié l'année dernière dans l'European Heart, qui est une bonne synthèse de la question. Alors, on retrouve donc différents facteurs associés à cette futilité post-vie, avec donc soit une mortalité à moyen terme, enfin à moins d'1 an, soit une altération ou une absence d'amélioration de la qualité de vie. On retrouve les comorbidités respiratoires, rénales, la fragilité et un certain nombre de critères cardiaques traduisant le retentissement de la cardiopathie ou la sévérité d'atteinte associée. Donc on a beaucoup de facteurs. On retrouve un peu ce qu'il y avait dans les scores. On a vu que le fait de faire un score, ce n'était pas la solution. Alors les Québécois proposent une approche finalement assez intégrative, globale, qui ressemble un petit peu à la stratification du risque qu'il y a dans les guidelines nord-américains, ACC-AHA, c'est-à-dire non pas de prendre un score. Alors on utilise les scores, soit le score TAVI Partner que je vous ai déjà montré, en sachant qu'on peut faire différentes strates selon que le risque prévu est de 25 ou 50%, soit en incluant le score France 2, mais en prenant aussi en compte les indices de fragilité, notamment l'indice de Katz, qui est assez facile à utiliser, ou bien, et puis bien sûr de prendre en compte l'atteinte des grands systèmes, des organes principaux. Et à partir de ça, on peut définir, en combinant toutes ces variables, des niveaux de risque différents. C'est sûrement une approche plus satisfaisante que celle d'un score. Cela dit, elle n'a pas été testée, et surtout tout le problème, si elle paraît intellectuellement logique, c'est que où va-t-on mettre le curseur? Est-ce que vraiment, si on a un patient
dans ces classes-là, on va le récuser complètement pour le TAVI, on va fermer la porte, parce qu'il faut bien savoir que lorsque l'on ne traite pas ces patients, enfin lorsqu'on les traite médicalement, leur pronostic est absolument catastrophique. On se focalise beaucoup sur les décès précoces. Ça, c'est l'expérience de notre centre entre 2006 et 2010, sur un peu moins de 500 patients référés pour Raxéré. Il y avait eu 250 TAVI, 100 qui avaient été opérés, 128 qui avaient été traités médicalement. On a, bien sûr, comme tous les autres, une vraie attrition lors de la première année, mais quand ils sont traités médicalement, le pronostic est absolument catastrophique à moyen terme, et ça, il faut quand même toujours le garder présent à l'esprit. Donc, en gros, dans l'état actuel des choses, on a des données qui sont quand même très concordantes un peu partout, et de part et d'autre de l'Atlantique en particulier, qui prouvent bien que le TAVI peut être considéré comme une procédure soi-disant futile chez à peu près un tiers des patients à haut risque, ce qui est loin d'être négligeable. On sait maintenant que les comorbidités, que les caractéristiques de la cardiopathie sont statistiquement associées avec ce risque de futilité, mais que d'un autre côté, il n'est pas possible d'identifier de façon relativement simple, en combinant ces variables, des patients dont on sait qu'ils vont avoir une quasi-certitude que le TAVI sera futile et que par conséquent, on va les récuser. Et une des déceptions, ça ne sort que d'une étude, mais qui est quand même très, très rigoureusement conduite, c'est que même en associant des variables gériatriques, ces fameux indices de fragilité, on a l'impression que c'est vraiment pas ça la solution. En tout cas, de façon pratique, pour l'instant, ça ne nous fait pas progresser. L'approche intégrative est probablement la meilleure ou la moins mauvaise solution permettant d'évaluer de façon globale ces patients. Il n'y aura pas de chiffre magique, et je pense qu'il n'y en aura jamais. Cela dit, on n'a pas, et j'y faisais un petit peu allusion dans mon introduction, on n'a pas de réponse claire à cette question posée. Et il faut toujours mettre en balance ce risque de procédure futile avec le pronostic des patients non traités qui, on l'a vu, reste absolument catastrophique. Je vous remercie. Merci beaucoup Bernard, tu connais vraiment bien le sujet. C'est vrai que ça reste très très difficile. Il y a des cas où c'est évident, d'autres où on se pose vraiment des tas de questions. On fait une dilatation aortique pour voir s'il va s'améliorer, des choses comme ça. Mais bon, donc il y a encore beaucoup d'interrogations. Est-ce que dans la salle, quelqu'un se peut... Il faut bien remarquer quand même que c'est admirable ce que tu as fait, c'est vraiment formidable. Mais je trouve qu'il n'y a plus tellement la place à l'évaluation clinique du patient par le médecin, à un espèce d'indice de vitalité. Alors, je suis d'accord. Je voulais dire, je voulais dire qu'à côté du tableau, il manque une chose, c'est la photo du patient, et de discuter un peu. Et finalement, on n'a pas avancé peut-être tant que ça. Je me rappelle, il y a plus de 20 ans, dans les staffs à Tenon, chez mon maître Jean Accard, et quand on proposait un patient âgé pour un remplacement valvulaire aortique, c'est-à-dire c'était autour de 80 ans à l'époque, et bien sûr, il y avait que la chirurgie, et qu'on demandait à Iraj Ganjbak ce qu'il en pensait, il disait « Est-ce qu'il a envie de vivre ?» Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important, qui est difficile malheureusement à mettre dans la boîte. Et je pense que, et c'est pour ça que j'ai plaidé plus pour cette approche intégrative, parce que c'est la plus globale. Et bien sûr, c'est pas seulement de faire une liste de la créatinine, du VEMS et tout ça, c'est de voir le patient dans sa globalité. Après, il est clair qu'on n'échappe pas à une certaine subjectivité et où mettre le curseur. Je crois qu'il faut rester conscient de ses limites. Et je pense que le message, c'est qu'en tout cas, il ne faut pas les récuser sur certains chiffres. Non, et je suis tout à fait d'accord. Si le patient n'est pas demandeur et dit « moi, finalement, j'ai ma petite vie, je suis pas mal comme ça », je pense que là, il faut savoir raison garder. Il y a l'interrogateur du patient et aussi son entourage. Tout à fait. Alors, en sachant que, enfin oui, et en filtrant bien l'entourage, parce que parfois c'est l'entourage qui pousse beaucoup, et le patient qui en gros dit moi je sais pas trop bien pourquoi je suis là. Il faut vraiment interroger tout le monde et prendre le patient à part de temps en temps, et l'entourage à part de temps en temps. Mais je suis entièrement d'accord sur le fait que on n'a pas de recette et qu'on n'échappe pas à une certaine subjectivité et que ça reste de parler avec les gens. Oui, moi je pense quand même que une bonne évaluation clinique, voir le patient parfois en dehors de l'hospitalisation, en consultation et pas uniquement lorsqu'il est allongé, le voir entrer en cabinet de consultation, voir comment il se déplace, et puis lui demander, c'est un peu Iraj Ganjbak, c'est la même chose, c'est quoi vos projets? Oui, c'est ça. C'est quoi le projet? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez envie d'être mieux? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à prendre un certain risque pour être mieux? Et dans ces cas-là, s'ils disent, moi finalement, je me trouve, bon, ça va comme ça, je suis un peu, mais je vis ma petite vie et c'est tranquille, je pense que là, il faut savoir... Qu'est-ce que vous faisiez l'année dernière que vous ne faites plus maintenant, que vous aimeriez retrouver? C'est un petit peu ça le projet. Et puis, tu as les patients aussi qui vont te dire, moi, ce que je veux, c'est pouvoir reprendre l'avion pour aller voir des petits...
C'est complètement différent. C'est cette véritable évaluation qui est importante. Qu'est-ce qu'ils attendent réellement? Et tu vous posez la question. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Bon, merci pour cette conclusion philosophique. Donc, merci à tous les orateurs. Merci.